Bien, donc nous allons commencer pour une présentation à deux voix. C'est normal quand on parle du rail, mais bon. Avec Jean, pour vous présenter l'éducation physique professionnelle des apprentis cheminots. Donc une catégorie d'élèves bien particulière, dont on ne parle pas souvent, et qui nous a paru être quelque chose d'intéressant pour justement dans le cadre de ces élèves plus ou moins visibles ou plus ou moins invisibles. Donc je vais commencer par faire un premier petit cadrage politique si vous voulez, puisque vous avez vu apparaître le mot solidarisme dans le titre de l'intervention. Vous avez vu aussi le mot hébertisme. Il y a un petit souci là. Continue. Donc voilà. Et cadrer un petit peu ce que peut être ce solidarisme. Alors, le solidarisme, c'est finalement une théorie, c'est aussi une pratique. Des fois, on le qualifie ça d'une idée aussi. En tout cas, c'est une organisation sociale qui vise à répartir un peu les rôles entre l'État ou une institution et les individus, de façon à établir une sorte de quasi-contrat, comme le dit le père fondateur du solidarisme, Léon Bourgeois, d'accord, un quasi-contrat sur lequel finalement l'État ou l'institution investit dans le domaine social, c'est de sa responsabilité, l'État, et en contrepartie, c'est pour ça qu'on parle de quasi-contrat, en contrepartie, ceux qui bénéficient de tout cet encadrement de l'État ou de l'institution doivent restituer, par leur investissement, doivent restituer ce qu'ils ont reçu. D'accord ? Donc c'est responsabilité de l'État, responsabilisation des individus. C'est un peu ça le deal. Et on va voir que ça a une incidence sur la formation, sur l'éducation physique des apprentis, etc. Cette théorie-là. Vous voyez, on a choisi avec Jean un extrait, et c'est pas neutre, on parle de cheminots, on parle d'apprentis, et finalement on trouve dans l'éducation physique, dans la revue hébertiste, donc, en 1933, là, l'extrait, un article qui traite de ces centres d'apprentissage, et qui explique que nous avons rendu obligatoire l'éducation physique pour nos apprentis, etc., donc obligatoire. Et vous voyez, la compagnie, on parle des chemins de fer, les compagnies de chemins de fer, la SNCF n'était pas encore créée, donc la Compagnie du Nord, là, en l'occurrence, place bien son argent. Il s'agit bien d'investir, place bien son argent. Nous donnons de la santé, en retour, quasi-contrat, le rendement des cheminots se trouve amélioré. Le travail est moins pénible pour des êtres sains, vigoureux, qui respirent. Bon, sain, vous corrigerez la faute d'orthographe. La santé morale et physique. Tout en retirant les premiers fruits, nous sommes heureux de concourir à l'accomplissement de cette œuvre sociale. Donc, vous voyez, c'est Raoul Dautry qui parle. Raoul Dautry, que tout le monde connaît ici sûrement, qui est donc un ingénieur du réseau Nord des chemins de fer et qui va monter en gamme, si j'ose dire. C'est un ancien polytechnicien, etc. C'est un homme brillant qui va être plusieurs fois ministre et qui va se retrouver, au moment où elle va être créée, à la tête de la SNCF. Et c'est lui qui va mettre en place la politique sociale dans les réseaux cheminots, et notamment s'appuyer très fortement sur l'activité physique et sportive. Toujours dans les éléments de cadrage, donc, vous l'avez compris, il y a une relation qui s'instaure avec la méthode de Georges Hébert, qui trouve dans le terrain cheminot des possibilités d'application. Là, on a choisi quelques images pour vous montrer un peu ce qu'il était proposé comme éducation physique, puisqu'il s'agit de voir les élèves aussi. Donc, on n'entend pas leurs paroles là, mais on a, via les médias, via la reproduction, via les
les journaux de la corporation cheminote un certain nombre d'images qui montrent ces apprentis en train d'agir. Et là, on voit qu'on retrouve les principes de la méthode naturelle, hein, notamment les lancers, des lancers assez spécifiques, le tirer aussi. Alors, il s'agit d'un tir à la corde, mais très orienté, vous voyez, avec les grandes bobines de fil électrique. Il s'agit aussi de savoir grimper, hein, et se déplacer. Donc, on voit tous ces éléments-là. Donc cette référence finalement à la méthode Hébert qui permet de développer ces compétences professionnelles chez les apprentis. Alors on avait choisi aussi de vous parler là du radicalisme parce que ce sont les radicaux, là, donc des gens qui se situent entre les socialistes et les conservateurs, hein. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de radicaux, hein, mais ça a été très influent, notamment à la fin du 19e et pendant le premier 20e siècle. Et ces radicaux, par exemple, là, en 1931, lors des débats parlementaires pour une réforme sur l'éducation physique, donc Hippolyte Ducos, qui est un radical, évoque la nécessité de développer sur tous les terrains, dans toutes les entreprises, et y compris donc évidemment à l'école, à l'université, etc., de développer l'éducation physique. Et donc c'est un radical socialiste, Émile Morineau, qui lui répond lors des débats parlementaires. C'est le sous-secrétaire d'État à l'instruction publique, c'est pas n'importe qui. Là. Et donc votre programme est un peu rigide avec les brevets d'éducation physique élémentaire. On doit cependant essayer d'en réaliser tout au moins partiellement un tel programme. Tout au moins partiellement un tel programme. Donc vous voyez, il y a le soutien très très fort des radicaux sur cette problématique-là. Donc on voulait un petit peu recadrer ça, parce que c'est déjà des choses qu'on fait rarement, et qui montrent finalement que si on veut responsabiliser l'individu, ici en l'occurrence l'élève, il va bien falloir quand même que on le repère, on le prenne en considération et qu'on ne soit pas simplement sur des théories, hein, d'éducation physique, et que ça se retrouve au niveau de la pratique. Donc au niveau de la pratique. Alors évidemment, qu'est-ce qui va être présenté au niveau pratique? On est dans des centres de formation, des formations à des métiers très particuliers. Voilà. Donc une éducation physique professionnelle. Donc on a choisi quelques images qui présentent cette éducation physique et puis cette formation des apprentis. Mais il faut savoir que, notamment à la SNCF, dans les chemins de fer, hein, et puis à la SNCF, il y a des apprentis de toutes sortes, parce qu'il y a des métiers totalement différents. Là, l'exemple que nous donnons, c'est sur les apprentis électriciens et responsables de la signalisation. D'accord ? Mais il y a tout un tas de spécialités qui apparaissent. Et donc, on peut voir que selon les catégories, l'éducation physique est systématiquement obligatoire pendant les 3 ans de formation. Alors, pendant les 3 ans de formation, ce n'est pas vrai pour tout. C'est vrai dans certaines disciplines, mais pas dans d'autres. Mais en tout cas, l'éducation physique est obligatoire. À petite dose, malgré tout, hein, puisque là, dans l'exemple qu'on a pris, c'est 1 heure hebdomadaire d'éducation physique. Sur les 48 heures que les élèves ont à subir. 41 heures, pardon. Alors, voilà, donc 40 heures de travaux manuels, 6 heures de cours professionnels, 2 heures d'études complémentaires. Dans cette étude complémentaire, on y travaille la morale et l'hygiène. Du coup, l'éducation physique peut être intéressante, mais ce n'est pas la vocation première. Ensuite, plusieurs séquences par semaine d'éducation physique spécialisée et finalement des activités extrascolaires complémentaires qui sont incluses dans ce livret, si je peux m'exprimer ainsi, de l'élève, là, apprenti, et qui sont optionnelles. Elles sont pensées, elles sont prévues, mais elles sont optionnelles. C'est notamment les activités de pleine nature, hein, ou les activités liées à l'apprentissage de la natation, etc. Hein. Et dans certains cas, c'est pour récompenser
les élèves ayant les meilleurs résultats. Donc vous voyez, on a bien une éducation physique qui cherche à développer chez les jeunes apprentis une prise d'information motrice sur des tâches, et à appréhender, à vivre les conditions dans lesquelles ces tâches vont être effectuées dans le cadre de l'exercice professionnel. Donc voilà. Alors ici, quelques images de cette éducation physique bien spécifique, et pour lesquelles on voudrait illustrer les coopérations entre élèves pour faciliter la réalisation de tâches professionnelles qui sont délicates. Porter, lancer, grimper. Vous voyez, quand on monte au mât, il s'agit d'aller démonter un câble défectueux et de le ramener à l'atelier de réparation. Et donc c'est pour ça que chacun des apprentis se prête à une partie, à un travail coopératif dans lequel, selon le principe de la solidarité organique, on retrouve le solidarisme, solidarité organique, chacun a un rôle spécifique et chacun a besoin de l'autre pour réaliser l'intégralité de la tâche. Donc là, si je prends l'exemple du câble, il faut aller jusqu'à l'endroit où le câble est abîmé, il faut ensuite le déplacer, le rebobiner, le descendre et l'emmener, etc. Donc chacun joue un rôle, et c'est pour ça qu'on les voit les uns derrière les autres en train de grimper sur le mât, par exemple. Ensuite, c'est le cas aussi pour l'acheminement de lourds poteaux. Là, vous voyez, il y a 2 photos là au centre où on les voit en train de s'entraîner à acheminer ces lourds poteaux de bois qui nécessitent non seulement la coordination, le travail de portée, mais surtout une coordination, notamment pour le lancer, pour que le fameux poteau aille rouler jusqu'à l'endroit précis sur lequel on veut l'ériger. Et donc tout ça, c'est un savoir-faire technique, on pourrait dire, sur le lancer, donc qui revient à une éducation sportive, mais aussi donc professionnelle, parce que quand un câble est tombé sur les rails, etc., il faut systématiquement réagir vite pour que les réparations soient utiles. Donc voilà. J'avais pas mal d'autres choses aussi peut-être à dire, mais on va avancer sur les exemples, et puis voir par là, sur la diapositive qui s'affiche, voir les apprentis effectuer des marches ou des courses en arrière. Vous voyez sur la photographie de droite, on les voit par exemple avec des grosses griffes aux pieds, qui sont des griffes de bûcheron en quelque sorte, avec des épines, et qui leur permettent de pouvoir grimper sur les poteaux en bois, en plantant la griffe du pied droit, la griffe du pied gauche, etc. Et de façon... Et il faut aussi, pareil, dans un souci d'efficacité de la réparation, etc., savoir agir vite et en sécurité. D'où des épreuves avec des compétitions et des classements de courses avec ces griffes, ou alors de courses sur les rails. Vous voyez l'autre dessin qui est représenté, donc qui oblige finalement non pas à courir avec sa propre foulée, avec son amplitude, avec son rythme, etc., mais collectivement au rythme du groupe et avec un intervalle régulier qui est celui des traverses. Et donc ça, c'est un apprentissage particulier, savoir agir et réagir, le tout sous la direction d'un chef de groupe, comme dans la méthode Hébert, un chef de vague, un chef de groupe, qui est tenu de faciliter, c'est marqué dans le texte, de faciliter l'assimilation des gestes professionnels dans le cadre donc, de cette formation, dans le cadre d'un plateau, un plateau finalement, qui est ce site industriel qu'on peut voir au niveau de ici là, de l'image qui est représentée. Donc je vais passer, vous voyez, il y a une grande variété d'exercices, on n'en a présenté que quelques-uns là, pour essayer de comprendre l'esprit. Et je vais passer la parole à Jean pour évoquer donc une autre dimension. Voilà. Tu le gères, ouais. Ouais. Alors la singularité de cette éducation physique, elle s'exprime aussi à travers un système dosimologique particulier. Vous l'avez compris, il y a des exercices de motricité qui sont vraiment en lien avec l'activité professionnelle, mais ça se retrouve aussi à travers l'évaluation, c'est-à-dire qu'à travers les systèmes dosimologiques mis en place, vous voyez, c'est pas la table de Tessier, ce n'est pas du chronomètre, quoique
ce n'est pas du décamètre, quoique c'est effectivement un système dossier-homologique adapté au futur métier et qui se traduit par des promotions, hein, d'un brevet d'éducation physique. Nous avons fait le choix de développer celui-là plus particulièrement parce qu'il existe aussi un brevet de natation, parce que vous l'avez bien compris, ces jeunes apprentis, lorsqu'ils seront ouvriers des différentes sociétés de chemin de fer, puis de la SNCF, partiront en vacances parce qu'ils bénéficieront bien évidemment d'avantages pour prendre le train, et il ne s'agira pas, bien évidemment, qu'ils se noient lorsqu'ils iront au bord de la mer. Donc, il est aussi essentiel, important, déterminant qu'ils sachent nager. Donc, on passe très rapidement sur cette question des brevets de natation, même si je pense qu'Emmanuel nous posera peut-être une question, on verra. Et donc, on va plutôt s'attarder sur les brevets d'éducation physique. Et là, vous le voyez, c'est... dans les vieilles gamelles qu'ont fait les bonnes confitures, on va chercher le système docimologique de Georges Hébert, le Code de la force de 1911, qu'on réédite à plusieurs reprises. Hein. Là, vous avez une édition de 1947. Et la particularité du système docimologique de Georges Hébert, vous le savez, hein, c'est que Georges Hébert n'hésite pas à mettre des notes négatives aux élèves. Parce que les élèves qui ont des notes négatives sont effectivement des inutiles, des lâches, des faibles. Versus les forts sont utiles à la SNCF, à eux-mêmes, etc., etc. Donc on voit qu'à travers les différents exercices proposés, ils exercent des exigences. Donc là, sur le brevet d'éducation physique, on voit qu'il y a des courses de vitesse, qu'il y a des courses de résistance, des sauts en longueur, des sauts en hauteur, du grimper à la corde lisse, du grimper sur mur, du porter, d'équilibre, etc., etc. Donc là, il y a tout un ensemble, et vous le voyez, il y a un brevet scolaire, on voit que c'est à partir de 10 ans, et puis un brevet primaire à partir de 12 ans, parce que bien évidemment, la SNCF, à partir de 1937, va recruter des apprentis à 10 ans, à 12 ans, va les former pendant 3 ans, de façon à ce qu'ils soient efficaces, opérationnels, dès l'âge de 15 ans. Il s'agit, là, on voit une nette... Juste peut-être bien préciser que la grande figurine, c'est ce qui se fait dans les centres d'apprentissage, et les autres, c'est les codes de la force. Voilà, donc on va comparer. Et là, on s'aperçoit qu'en fonction des habiletés, hein, eh bien, les exigences de la SNCF ne sont pas les mêmes en termes de réussite. Pour le grimper à la corde, eh ben, on va aller chercher des élèves qui sont plutôt en difficulté, qui auraient, d'après le code de la force, des notes négatives. Hein. C'est donc le petit encadré en vert ici. Hein. Il s'agit de grimper, eh bien, pour... la corde lisse, il faut grimper 5 mètres pour les garçons, 3,50 mètres pour les filles, 5 mètres pour les garçons en âge donc, de 12 ans, ça correspond à une note de -1 sur 15, parce que l'échelle de notes d'Hébert, c'est de -5 à 15, on ne va pas jusqu'à 20. Et bien on voit que les exigences ne sont pas les mêmes dans les domaines des sauts en hauteur et sauts en longueur, où là on demande des capacités beaucoup plus importantes, et là il faut avoir des notes positives dans l'échelle de cotation du code de la force. Alors, pourquoi ? Bien évidemment parce que derrière, la SNCF, à travers la formation de ses apprentis, veut former des ouvriers qui soient effectivement qualifiés, qui soient effectivement compétents, qu'il s'agisse des ouvriers, des cheminots, des ouvriers de signalisation, des ajusteurs monteurs, etc., etc., etc. Mais il s'agit avant tout que la complémentarité entre ces différents ouvriers participe de l'unité de la SNCF. Et donc l'éducation physique hébertiste, notamment, le permet parce qu'on va développer à la fois des qualités physiques, mais aussi des valeurs telles que le courage, la ténacité, la volonté, l'altruisme et le civisme, qui sont des valeurs chères à Georges Hébert et très structurantes du 1er et du début du second XXe siècle. Alors, si la SNCF recrute des apprentis, c'est bien évidemment pour que, derrière, ils soient efficaces. Et la solidarité qui s'exerce au niveau de la SNCF, mais notamment un point assez important, c'est qu'on donne la priorité aux fils d'agents SNCF, et donc derrière, il y a une sorte de filiation familiale, une sorte de déterminisme familial qui fait que lorsqu'on est enfant de la SNCF, eh bien la SNCF fait le choix de recruter en priorité parmi les apprentis, les enfants de ses ouvriers. On voit notamment dans la Revue générale des chemins de fer en 1941, on nous dit que 70 à 90% des apprentis matériel et traction sont des enfants d'ouvriers
et d'ouvrières de la SNCF. Pourquoi? Parce qu'ils entendent parler de la SNCF au matin, au soir, au goûter. Ils parlent, ils jouent, ils dansent peut-être SNCF au quotidien. Et le fait de s'imprégner de cette culture de l'entreprise permet effectivement de densifier les relations sociales entre eux. Et ils apprennent effectivement à faire ensemble, à vivre ensemble dès ces 3 années d'apprentissage. Alors ça représente combien? Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Est-ce qu'on travaille sur une niche? Eh bien, on sait qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, SNCF forme environ 4500 apprentis sur 3 ans par an. Donc c'est énorme, c'est pas négligeable, hein. Et on sait que entre 1919 et 1978, au total, la SNCF aurait formé 55 000 apprentis, hein. Les historiennes de la SNCF nous disent ceci, plus particulièrement pour ce qui concerne les monteurs, les ajusteurs monteurs, et 55 000 apprentis, ça représente ni plus ni moins qu'un quart de l'ensemble des apprentis formés entre 1919 et 1978. Donc c'est loin d'être négligeable. D'accord ? Alors, pour ça, eh bien, il faut des centres particuliers. Et là, on parle effectivement d'une éducation physique qui n'a pas d'existence dans les établissements publics. Ce sont effectivement des centres d'apprentissage. Et la SNCF, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en compte une petite centaine. Le but du jeu étant effectivement de maintenir un recrutement, un renouvellement chaque année, ce qui permet effectivement ensuite de pouvoir alimenter les générations d'ouvriers. D'une manière générale, la formation dispensée dans ces centres d'apprentissage est très efficace parce que la SNCF s'enorgueillit d'un taux de réussite au CAP de 90% en moyenne. Donc les ajusteurs monteurs, les chaudronniers, les électriciens, les tourneurs, les ouvriers de signalisation performent au CAP et notamment à l'épreuve d'éducation physique. Il faut savoir que la formation, elle est constituée en moyenne de 48 heures de cours par semaine, c'est énorme. Sur ces 48 heures de cours, il y en a 33 heures de travail manuel, ils s'apprennent effectivement à être monteur, à être chaudronnier, à être électricien, etc. Il y a 10 heures de cours théoriques, on dirait des enseignements intellectuels, et il y a 5 heures d'éducation physique. Donc le programme est vraiment très très important, et ça permet effectivement ensuite aux apprentis d'être efficaces, de ne pas se blesser dans le cadre de leur activité professionnelle. Vous le voyez progressivement poindre ce qui sera officialisé dans les JO de 67, cette forme de pratique, ce contenu d'enseignement si singulier que l'on appelle l'éducation physique utilitaire et professionnelle. Donc elle n'est pas née par hasard, cette EPUP, même si les travaux de Johan Blondel ont montré que Michel Morana, au niveau de l'Académie de Grenoble, et plus particulièrement à partir de l'École nationale d'apprentissage de Voiron, avait mis en scène cette forme d'éducation physique. Le mérite en revient principalement aux grands artisans des JO de 67. J'ai nommé l'inspecteur de l'Aubert de l'Académie de Grenoble, qui a effectivement s'est soucié à l'apogée des 30 Glorieuses de ces élèves qui n'iront pas faire une carrière dans le tertiaire, mais plutôt dans les industries primaires et ou secondaires. Donc cette question de la formation, de l'éducation physique, utilitaire et professionnelle, elle prend aussi une autre tournure parce que ce n'est pas seulement de l'éducation physique, c'est aussi une formation morale. On va transmettre des savoirs aux ouvriers, savoirs relatifs à la propreté, à l'hygiène, à l'ambiance de travail, à la camaraderie. On va développer chez eux le sens de la responsabilité, du sens social, l'esprit d'équipe. Donc il n'y a pas que les sport-co qui participent de la soi-disant socialisation. On voit qu'à travers une éducation physique, utilitaire et professionnelle, on crée toutes les conditions de ce que l'on appellera un petit peu plus tard une éducation
à la citoyenneté ou une éducation citoyenne. Et ça va jusqu'à même lorsque l'apprenti réussit son CAP et le jour de son embauche, il doit prêter serment. Je vous le livre, je cite: « Je suis fier d'être apprenti des chemins de fer français. Je m'engage à toujours faire honneur à mon école par mon travail et ma conduite. Je veux devenir un bon compagnon pour mieux servir dans mon métier, ma famille et ma patrie. Amen. » Non, ça c'est moi qui le rajoute, amen. Donc on voit que derrière, il y a un véritable souci de développer le sens social chez les ouvriers, à la fois un sens individuel, mais fidèle à l'adage hébertiste, il faut être fort pour être utile, bien évidemment à ses coéquipiers, ses partenaires de travail, à ses collaborateurs, mais aussi, bien évidemment, ça va se retranscrire dans la culture d'entreprise. Donc cette éducation physique, utilitaire et professionnelle n'est pas spécifique à la SNCF. On aurait pu prendre d'autres exemples. Ici, là, par exemple, on a retrouvé un ouvrage sur les métiers du bâtiment. Il s'agit véritablement de promouvoir des filières courtes en matière de système éducatif par l'intermédiaire de filières courtes et du CAP. Il reste combien ? 2 minutes ? Ouais, mais on a bouffé 15, alors... Puis j'ai le micro, je ne vais pas le lâcher comme ça, je vous préviens. D'accord ? À travers donc, cette formation, il s'agit effectivement de promouvoir une école qui prépare à un métier, et ces formations de CAP, je vous rappelle, hein, pour mémoire, hein, le diplôme de CAP a été créé par la loi Astier en 1919, et 30 ans plus tard, à peu près, hein, un peu moins, le 18 août 1941, c'est désormais au préfet de déterminer ou non si il peut ouvrir ou fermer des centres d'apprentissage et notamment donc qui préparent au certificat d'aptitude professionnelle. Donc on le voit. Jusqu'en 1953, les grandes entreprises sont plutôt intéressées par ce modèle de formation courte, professionnalisante, etc., etc., alors que les artisans le sont beaucoup moins. Nous nous appuyons plus particulièrement sur alors je crois qu'on l'a mis, on le mettra en référence, sur le numéro spécial publié de la revue française de pédagogie en 2012 qui a célébré sous forme de publication le centenaire de la création du CAP en France. Alors si on poursuit rapidement le XXe siècle, on s'aperçoit que jusque dans les années 80, dans les collèges d'enseignement technique, puis dans les lycées professionnels, le PUP demeure. Or, c'est quelque chose qui est invisible de la plupart des apprentis historiens et historiennes de l'éducation physique qui s'adonnent aux joies de l'écrivain. Vous oubliez tout un aspect de cette éducation physique qui, vous le voyez, trouve aussi une consécration avec le décret du 4 octobre 1983 dans le contexte, rappelez-vous, les JO de 85 où on nous parle aussi de l'éducation à la sécurité routière. Eh bien, la particularité de cette éducation physique utilitaire et professionnelle trouve encore plus son sens au début des années 80 à travers la problématique de la sécurité. Vous avez un exemple ici de docimologie où là, bien évidemment, on a une sorte de contrôle continu, un CCF avant l'heure, qui est mis en place dans les lycées professionnels ou dans les collèges d'enseignement technique lorsqu'ils existent encore. Alors en définitive, cette éducation physique utilitaire et professionnelle qu'on propose, que la SNCF en particulier propose aux cheminots, eh bien c'est aussi avertir, faire un acte de prévention pour s'inscrire dans la continuité des travaux de Georges Hébert, en particulier les travaux qu'il expose dans le chapitre consacré à l'éducation physique du danger dans son ouvrage de 1936. Il s'agit, c'est souligné sur la diapositive, d'éveiller l'attention, développer la vivacité du coup d'œil, juger à temps du danger. Donc, en d'autres termes, il s'agit d'apprendre aux élèves à percevoir, aux futurs ouvriers, à percevoir les possibles dysfonctionnements, les possibles dangers. Et donc, il y a une éducation particulière qui se met en place à cette époque-là. Si ça a été aussi possible, c'est parce que sur le plan juridique, sur le plan professionnel, la loi de responsabilité de 1937 permet aussi aux enseignants qui
transmettre ces savoirs moteurs si particuliers, professionnels, qui permettent effectivement de s'inscrire dans l'ère du temps. Alors, en conclusion, que peut-on dire? On peut dire d'une certaine manière que, oui, à travers cette forme singulière d'éducation physique, tournée vers l'exercice de métiers directement en lien avec l'activité économique de la SNCF, il y a un vrai contrat qui est passé, et au cœur de ce contrat social peut-être, se niche effectivement l'idéologie solidariste, où effectivement, au-delà de la responsabilité de l'État qui est engagée, c'est véritablement la responsabilité de la SNCF, mais aussi la responsabilité des individus. En d'autres termes, à travers cette éducation physique, on voit qu'il y a un partage de responsabilités assez important, et l'éducation physique qui est proposée dans les centres d'apprentissage des cheminots a effectivement pour principale mission de responsabiliser les élèves, les apprentis. Donc nous, on est parti d'un corpus d'articles, de revues professionnelles, et ça nous permet de voir que finalement l'apprenti en action n'est pas seul, il n'est jamais seul, il est toujours accompagné de partenaires, et que ce lien avec ses collaborateurs directs ou indirects est absolument essentiel. Alors on le voit finalement, cette forme de méthode naturelle ou d'hébertisme adapté permet effectivement de développer des capacités d'analyse de la situation, des capacités de prise d'information motrice, dans des situations qui mettent en jeu des gestes professionnels. Et à travers les exercices de portée, de lancer de corde, de course sur rail, de grimpe au poteau que décrivait Tony à l'instant, il s'agit véritablement de construire une éducation physique que l'on pourrait peut-être qualifier, et ça sera le mot de la fin, d'équilibrée. Merci.